Maintenant, on va donc étudier, on a vu donc la jonction PN à l'équilibre, donc le potentiel chimique constant dans le système, dans tout le semi-conducteur. Maintenant, on va étudier la jonction PN hors d'équilibre. Qu'est-ce que ça signifie, jonction PN hors d'équilibre? Cela signifie concrètement que maintenant on va relier donc les bornes de semi-conducteur à un circuit extérieur de telle manière à pouvoir appliquer une tension extérieure à cette jonction PN. Donc on applique une tension extérieure VE à cette jonction PN. Donc on résume ici les trois cas possibles. Petit a, jonction PN à l'équilibre, VE égale 0, donc pas de champ électrique. On voit donc qu'il y a une barrière de potentiel EφI dont je viens de parler. Et ensuite, petit b et petit c, on va appliquer une tension directe ou inverse, c'est-à-dire qu'on peut changer le signe de la tension de telle manière à faire varier la hauteur de la barrière de potentiel qui existe entre les parties N et P. Donc c'est la jonction PN, on applique une tension extérieure à la jonction PN. Alors maintenant, comme on l'a vu précédemment, la jonction PN, donc il y a une partie N qui est donc avec beaucoup de porteurs, une partie P avec beaucoup de porteurs, et à l'interface, une zone de déplétion où il y a très peu de porteurs à cause de la présence du champ électrique. Du champ électrique d'interface qui donc, le champ électrique est appliqué sur quelques microns en fait. En termes électriques, qu'est-ce que ça signifie? Donc ça signifie que la zone de déplétion est beaucoup plus résistive que les zones N et P, et donc que la chute de potentiel dans la jonction PN en fait va se passer essentiellement dans la partie résistive, c'est-à-dire dans la zone de déplétion. C'est cette zone qui va être modifiée en fait par le potentiel extérieur. Alors maintenant, on n'est donc plus à l'équilibre thermodynamique, donc le potentiel chimique ou le niveau de Fermi n'est plus constant dans le système puisqu'on a donc appliqué une tension extérieure. En revanche, loin de l'interface, en fait, on peut considérer que le système, le semi-conducteur, loin de l'interface, n'est pas affecté par cette tension. Donc, si on est toujours à l'équilibre, la zone P massive, si vous voulez, la zone N massive, n'a pas été affectée par le champ électrique. Donc on peut toujours parler de niveau de Fermi, où on parle effectivement, comme on n'est pas à l'équilibre de thermodynamique, de quasi-niveau de Fermi. Donc quasi-niveau de Fermi, c'était le niveau de Fermi dont on a parlé précédemment, dans les zones P et les zones N, loin de l'interface, ce qu'on appelle le quasi-niveau de Fermi, et donc la potentiel appliquée, en fait, est égale à la différence des quasi-niveaux de Fermi dans les zones P et N. Alors, on va étudier maintenant les deux types de polarisation. Polarisation en inverse et polarisation directe. La polarisation en inverse donc, correspond au cas de figure qui est présenté. Le potentiel extérieur est tel qu'il a augmenté la barrière de potentiel qui se pose au flux de porteurs majoritaires. Donc le courant de porteurs majoritaires qui était déjà très petit est encore plus faible mais n'est pas affecté. Maintenant, on va s'intéresser aux porteurs minoritaires. On va voir, c'est traité en annexe, que la présence d'une tension extérieure, en fait, a pour conséquence de modifier donc la concentration des porteurs au bord de la zone de charge d'espace. On montre dans cette annexe donc que la présence d'un champ électrique crée une inhomogénéité pour les porteurs minoritaires à la limite de la zone de charge d'espace. Puisqu'il y a une inhomogénéité dans la zone P ou N, par exemple, cette inhomogénéité va entraîner un courant de diffusion de porteurs minoritaires. Donc, pour les porteurs minoritaires, la barrière de potentiel est dans le bon sens. Donc, si les porteurs minoritaires peuvent diffuser vers la zone de charge d'espace, ils vont être entraînés par le potentiel, par la différence de potentiel entre les zones P et N. Ils vont être entraînés. Il s'agira d'un courant de porteurs minoritaires, donc un courant faible, et comme ces porteurs minoritaires descendent la barrière, ils sont dans le bon sens, plus la barrière est grande, plus ils le descendent, mais je veux dire, ils le descendent de toute façon. Donc ça veut dire que ce courant est petit, puisque c'est un courant de porteurs minoritaires, et qu'il n'est pas, ou il est très faiblement influencé par le potentiel extérieur, puisque les porteurs minoritaires sont entraînés par la barrière. Donc on aura un courant petit, courant de diffusion, donc petit, porteur minoritaire et courant à peu près indépendant de la tension appliquée. Ça, c'était la polarisation en inverse, donc il faut maintenant montrer l'existence de ce gradient de concentration dont j'ai parlé, qui a entraîné un courant de diffusion et donc ce courant en polarisation inverse. Maintenant, en polarisation directe, qu'est-ce qui se passe en polarisation directe? On diminue la hauteur de barrière pour les porteurs majoritaires.
Donc à ce moment-là, pour la polarisation dans ces conditions, la diffusion des trous, par exemple du côté P vers le côté N, est facilitée, puisqu'on diminue la hauteur de barrière, donc les porteurs majoritaires peuvent diffuser plus facilement à travers la zone de charge d'espace. Et donc à ce moment-là, on a un courant qui va augmenter considérablement, puisque c'est un courant de porteurs majoritaires. Donc il va être très important, porteur majoritaire, et plus la tension diminue la hauteur de barrière, plus ce courant va être élevé. Donc on s'attend à un courant élevé qui varie exponentiellement avec la tension appliquée. Donc on voit que la réponse en fait de la jonction PN de la diode à une excitation extérieure est extrêmement dissymétrique selon le signe de la tension appliquée. Donc on voit bien qu'on aura un effet redresseur, polarisation en direct, courant qui croît très rapidement avec la tension. Voilà une description qualitative. Donc je vous invite maintenant à vous rapporter à l'annexe 4 pour avoir un calcul du courant, en fait une estimation et un calcul du courant dans la jonction PN hors d'équilibre, et en particulier la loi de Shockley, qui est la loi très importante, puisqu'elle vous donne, elle va être à l'origine du courant dans une cellule solaire. Alors ce courant qui est donc évalué en annexe, qui est très dissymétrique, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Donc on voit que dans la partie polarisation inverse, on a un courant faible et qui dépend peu de la tension, tandis que dans la partie en sens direct ici, le courant croît exponentiellement en fonction de la tension. Donc ici, on a dilaté les échelles pour mettre en évidence cet effet dissymétrique, de réponse dissymétrique, ce qu'on appelle un effet redresseur. Donc le courant lui-même est donné par la loi de Shockley, qui est indiquée ici. Donc il varie exponentiellement en fonction de la tension, EV sur KT à moins 1, où JS est une constante qui est donnée en annexe. Donc avec ce courant, comme je l'ai dit, dépend très fortement du signe de V, de VE, V extérieur. Alors, les applications, bon, comme on voit qu'on a une réponse très très dissymétrique, la première application de la diode, c'est un redresseur de courant alternatif. Oui. Vous voyez qu'il répond selon l'alternance, elle va laisser passer ou pas. Donc ça, c'est le principe redresseur. Comment on transforme un courant alternatif en courant continu, puisqu'on laisse passer qu'une alternance. Donc c'est le principe des onduleurs, en particulier, qui sont utilisés dans les applications photovoltaïques, puisqu'on verra qu'une photopile solaire produit du courant continu, et donc l'onduleur transforme le courant continu en courant alternatif. Bien sûr, c'est également le principe des diodes. Vous avez vu qu'on a recombinaison entre électrons et trous qui est liée à la charge d'espace et la présence d'un champ électrique. Donc, champ électrique entraîne des recombinaisons. Donc, ces recombinaisons peuvent donc créer de la lumière. Donc, c'est le principe des diodes électroluminescentes. Ces recombinaisons donc radiatives. Et puis, c'est le principe des cellules solaires, ce qu'on va voir maintenant. Alors, je veux dire, pour finir, dire un mot de l'effet photovoltaïque et donc du principe des cellules solaires qui est donc lié à la jonction PN. Alors, c'est ce qu'on appelle l'effet photovoltaïque. Alors, c'est quoi l'effet photovoltaïque? Tout simplement, c'est ce qui se passe quand on expose une jonction PN à la lumière solaire, ou à n'importe quelle lumière finalement. Mais quand on expose une jonction PN à la lumière, les photons qui ont une énergie plus grande que la bande interdite vont donc créer des paires électrons-trous qui vont donc en fait s'opposer à la jonction PN. Donc à droite, on monte une jonction PN à gauche, excusez-moi, une jonction PN est à l'équilibre avec le champ epsilon qui est donc lié à la barrière de potentiel. Maintenant, si on crée des paires électrons-trous dans la jonction PN, si ces paires électrons-trous peuvent diffuser jusqu'à la zone de charge d'espace, ils vont être séparés. Et donc ce phénomène, phénomène va donc en fait, les porteurs séparés, si vous voulez, par le champ E, si les porteurs ont pu diffuser jusqu'à la zone de charge d'espace, ils vont être séparés. Ils vont donc créer un champ électrique epsilon prime qui va s'opposer au champ électrique permanent epsilon. Donc en fait, vous voyez que l'exposition de la jonction PN à la lumière, c'est accompagné en fait de création d'une paire électron-trou qui est séparée et qui donc en fait abaisse la barrière de potentiel. Donc vous voyez que ce phénomène est absolument équivalent à l'application d'une polarisation directe. Et donc l'apparition de cette différence de potentiel qui apparaît aux bornes de la jonction, qui est liée au fait que la paire électron-trou qui a été séparée s'est opposée au champ électrique, c'est ça l'effet photovoltaïque. Donc on voit bien que la valeur maximale
de la tension qui apparaît est inférieure à la bande interdite. Donc on a un comportement strictement équivalent à une jonction PN qui est en polarisation directe. Donc c'est ça l'effet photovoltaïque, hein. C'est une jonction PN exposée à la lumière se comporte finalement comme une jonction PN lors de l'application d'une tension directe. Alors, la caractéristique de la jonction est donnée par la loi de Shockley, puisque c'est équivalent à une jonction PN hors d'équilibre. Et donc, en présence de la lumière, en fait, il y a apparition d'un photocourant supplémentaire IF, qui est donc dans le sens opposé au courant direct. Et donc, si P est le flux de photons et état le rendement quantique, c'est-à-dire le nombre de paires électrons-trous qui ont été créés par un photon et qui ont été récupérés, hein, et ce courant va être 2 parce qu'il y a 2 porteurs, état EP. Pour estimer le courant, en fait, ça revient à décaler le courant donné par la loi de Shockley de la quantité IF. Et donc, on voit que, en particulier, la caractéristique traverse le troisième cadran. Le troisième cadran, donc, c'est IV négatif. Comme IV est négatif, on récupère de la puissance. Donc c'est ça l'intérêt, en fait, c'est ce troisième cadran dans lequel on récupère de l'énergie. Alors on définit bien sûr deux quantités. Pour V égale 0, I, c'est ce qu'on appelle le courant de court-circuit, qui correspond à V égale 0. Et pour I égale 0, la tension qui correspond s'appelle la tension de circuit ouvert. On a donc au cours de ce chapitre, je vous ai présenté la jonction PN à l'équilibre, hors d'équilibre, et on a vu l'effet photovoltaïque qui est donc équivalent en fait à une jonction PN hors d'équilibre. Donc par la suite, on s'intéressera maintenant plus concrètement au fonctionnement des cellules solaires. D'abord les généralités sur les cellules solaires, puis les cellules solaires les plus importantes pour les applications pratiques qui sont celles à base de silicium. Ce sera donc l'objet des deux prochains chapitres. Je vous remercie.